la forêt modèle d'Ifrane, il englobe, il intéresse toute une province. Alors, pourquoi le choix de la zone d'Ifrane et pourquoi toutes les forêts qui constituent la province d'Ifrane? D'abord, pour la première question, Ifrane a connu beaucoup, la zone d'Ifrane a connu beaucoup d'études de base et beaucoup d'expérimentations dans l'approche participative, etc., surtout dans le cadre du projet AFD. Donc, c'est un cas d'école, donc il y a déjà une base, aussi bien études descriptives de base qu'une approche déjà amorcée de gestion participative. Pourquoi toutes les forêts, pour tous les territoires de la province d'Ifrane, constituent la forêt modèle? Parce que nous avons dans la région du Mont Atlas et Zabor, nous avons 3 zones écogéographiques différentes. Nous avons le plateau central, où il y a une forêt de chênes verts oxycèdres avec de l'agriculture. Nous avons le Dir, c'est la jonction entre le plateau central et les montagnes du Mont Atlas, et nous avons les montagnes du Mont Atlas. Alors, les populations de cette zone, traditionnellement, ils vivent à cheval entre le plateau central et la forêt du Mont Atlas. Ils pratiquaient, je dis bien ils pratiquaient, parce que maintenant ils le font de moins en moins, la transhumance, qui était une pratique pastorale, ancestrale, mais qui était en équilibre avec les ressources naturelles offertes dans la zone. Donc c'est pour cela qu'on a tenu, les gens nous qui ont travaillé beaucoup au Mont Atlas, nous avons tenu à travailler dans cette complémentarité, à encourager cette complémentarité entre l'agriculture, les parcours et la forêt. Vous voyez donc là sur la carte, vous avez la répartition de la population, en point rouge, c'est la répartition de la population autour et à l'intérieur autour du massif forestier. Oui, le gros point rouge, c'est plus de 2500 habitants. Voilà. Voilà. Vous avez, donc là, la problématique de cette zone, je la résume en 4 photos. D'abord, nous avons des écosystèmes importants. Il y a le cèdre qui est comme espèce emblématique de cette zone. Et il y a le singe, je ne l'ai pas en photo. D'accord. Je ne l'ai pas en photo, mais c'est une espèce entomologique très forte parce qu'il est endémique pour le Maroc et l'Algérie. Nous avons une zone montagne où il neige. Donc il y a 2 périodes de disette parce que la principale économie de la région, c'est l'élevage de moutons. Donc, il y a 2 périodes de disette. Il y a une période de disette, il y a une sécheresse écologique qui est de l'été-automne, et il y a une sécheresse physiologique lorsqu'il neige. Donc là, vous avez donc un besoin en bois de feu, c'est la femme qui transporte le bois, et nous avons un besoin en forage. Les gens achètent un peu de paille, mais ils complémentent, ils se basent surtout sur la ressource gratuite qui est les feuillages des arbres et des cèdres. Donc, nous avons à peu près 300, la superficie de toute la zone fait 358 000 hectares. Là, il s'agit 28% à peu près, les parcours 39% et les forêts le tiers, exactement le tiers. Les habitants, nous avons 143 000 habitants. Donc, c'est depuis le recensement de 2004. Nous avons 437 lignages. Donc, c'est une organisation tribale. Dans la gestion de l'espace, il est aussi toujours tribal. Et nous avons donc à peu près 13 000. Donc, pour assurer donc, la forêt modèle a été créée, je reviendrai tout à l'heure pour comment il est structuré. Donc, nous avons développé un plan stratégique. Donc, j'ai élagué beaucoup ma présentation parce que le temps ne le permet pas. Alors, il y a 4 ou 5 grands axes, je pense que je me suis trompé. La gestion durable des ressources naturelles, parce que nous avons donc une forte pression sur le ligneux, sur l'arbre lui-même, sur le pâturage et sur le pâturage du point de vue surexploitation par l'animal, mais aussi par la mise en culture des terrains de parcours pour l'extension de la SAU, parce que la demande en céréales augmente de plus en plus. Donc, l'énergie et l'habitat. Vous avez vu, donc, il y a les gens se chauffent du bois et cuisent leur alimentation au-dessus du bois, avec du bois. Donc, il y a un besoin énergétique. Le déficit est estimé entre 30 et 40%
donc, qui est payé par l'exploitation, la surexploitation du capital ligneux. Vous voyez donc, moi je disais toujours que la Méditerranée du Sud et du Nord, nous sommes sur la même chaîne, mais nous sommes à l'extrémité, je ne sais pas, inférieure ou supérieure, et vous, vous êtes à l'autre extrémité. Nous avons le même objectif, c'est d'aller vers la médiane, vers l'équilibre entre la demande et l'offre. Nous avons une surutilisation, vous avez une sous-utilisation. Donc la moyenne, c'est ce qu'on cherche. La troisième axe, c'est la diversification en relation de revenus. Bien sûr, on ne peut pas, les gens sont obligés de vivre. Ils sont pauvres, il y a une grande partie de population pauvre. On a l'élevage, il y a des creux dans la trésorerie paysanne. Donc on doit leur donner l'occasion, les opportunités pour avoir des revenus, pour satisfaire à ces creux, pour essayer de soulager la pression sur la forêt. Le renforcement des capacités de gouvernance. Bien sûr, on ne peut rien, tout à l'heure j'ai entendu le mot donner la parole à la forêt, mais dans notre contexte, nous avons un autre mot d'ordre, c'est tenir compte de la parole de la population, les responsabiliser, les impliquer. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien réussir sans impliquer la population et les responsabiliser de la gestion durable des ressources naturelles. Donc, un des objectifs avec lesquels on a commencé, c'est l'organisation de la population, c'est l'encadrement de la population, mais aussi c'est la sensibilisation des décideurs. Parce que les départements qui travaillent dans le territoire de la province d'Ifrane, chacun travaille dans son petit coin et il y a une mauvaise coordination entre les différents départements. On a essayé de commencer par ça aussi, de sensibiliser, d'encadrer même les décideurs, pas uniquement la population. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a 5 axes, il n'y a pas 4 axes, je m'excuse, il y a 5 axes, il y a la communication. Bien sûr, la communication, on a développé un réseau, donc on a établi des dépliants, etc. Nous avons mis au point un site web, mais surtout nous faisons des campagnes de sensibilisation. Par laquelle la population ne voit pas l'Internet, ne lit pas les dépliants. Nous avons donc un autre système de communication adapté au contexte local. Alors là, ça c'est vraiment l'objectif un peu, les objectifs, les principaux objectifs, les axes, les actions qu'on veut développer, le type d'actions qu'on veut développer, c'est d'assurer donc l'amélioration de la PMH, assurer la rentabilité des périmètres irrigués, permettre donc de travailler dans ce sens. Faire de la sylviculture par la population et lui permettre de prendre du bois non commercialisable et du feuillage d'une manière réglementaire. Parce qu'elle prélève le feuillage, mais elle le fait de manière non réglementaire, en essayant de le faire à l'absence de forestiers, en essayant avec tous les moyens, mais en les appliquant dans les travaux de dépressage, de sylvicole, les légages aussi, on va faire 2 coupes par une seule pierre, c'est-à-dire faire de la sylviculture, permettre aux gens de prélever leurs besoins en bois de chauffage et en feuillage en période des étés. D'ailleurs, ces opérations, on les avons déjà exécutées dans le cadre de l'AFD et on continue dans le cadre du projet AFD, que j'avais moi-même encadré ce processus de partenariat. Nous l'avons éligé, la population était très, très, très contente. Là, les parcours collectifs. Comme suite au surpâturage, à la surexploitation, bien sûr, les espèces pastorales, les bonnes espèces disparaissent et sont remplacées par les espèces qui ne sont pas pâturées, les espèces indésirables, les espèces toxiques. Donc, il y a un processus qui est entamé de fertilisation et de contrôle de ces espèces indésirables. Et vous voyez, par exemple, là, vous avez cette clôture, c'est vivante. En dehors de la clôture, vous avez ces arbustes, Timilia euphorbianicensis, je m'excuse, qui est très toxique, et à l'intérieur, elle n'est pas du tout présente, parce que c'est clôturé, c'est l'espace qui entoure un poste forestier. Et aussi faire donc appuyer les initiatives locales en matière d'écotourisme, en matière donc des actions génératrices de revenus. Alors là, notre association, créée en janvier 2010, donc il est, tout à l'heure justement parce qu'on a appliqué les principes de la forêt modèle, de réseau international,
il représente tous les acteurs, enfin, la majorité des acteurs. Nous avons 7 collèges, nous avons les organisations d'usagers, nous avons les autres ONG, touristiques, etc., artisanales, tout ce que vous voulez, les coopératives de femmes, etc. Nous avons les partenaires privés, les hébergeurs surtout, nous avons beaucoup d'hébergeurs dans la zone, et autres. Nous avons les enseignants-chercheurs, nous avons les cadres et techniciens des organisations publiques et étatiques, donc les cadres forestiers, les cadres de la province, les cadres de tous les cadres de l'enseignement, etc. Les jeunes et partenaires de la communication, la jeunesse, parce qu'il y a des organisations de jeunesse, il y a aussi donc, des représentants de journaux, etc., parce qu'on voudrait médiatiser au plus, d'abord participer de leur je dirais, l'expérience, et surtout médiatiser ce que nous faisons. Et nous avons les collectivités locales, c'est les communes urbaines. Nous avons donc notre système, il est basé sur, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, et il y a le bureau exécutif. Donc déjà là, l'Assemblée générale, il élit trois postes, le président, le secrétaire général, le trésorier. Les autres sont élus au niveau de chaque collège. Donc nous avons au niveau du bureau un représentant par collège, démocratiquement donc, désigné et élu. Donc, notre association, il est donc depuis déjà un beau temps, il est officiellement reconnu par l'État. Nous avons recruté un directeur technique, 4 animateurs et une assistante administrative. Et notre structure, il est comme ça. Comme je vous ai dit, nous avons l'Assemblée générale, le bureau exécutif, le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui se réunit le plus pour approuver le travail du bureau exécutif. Nous avons une direction technique qui comporte 4 commissions. La commission, la conservation de biodiversité, conservation et gestion durable des ressources naturelles, la valorisation des produits locaux et l'écotourisme, l'éducation à l'environnement et l'administration comptabilité, bien sûr, il faut être transparent sur tous les plans. Alors les activités, donc nous avons donc notre plan stratégique qui est approuvé est approuvé depuis quelques mois bien sûr par le conseil d'administration. Et nous avons recruté depuis le 1-12-2010 le personnel et nous avons entamé l'exécution de notre plan d'action. Voilà très brièvement donc un peu certaines actions que nous avons effectuées. Donc là, ça par exemple, la première photo d'Aït Mohamed, c'est une association, c'est pour dans le cadre d'organiser cette fraction, comme je vous ai dit, l'organisation de la gestion de l'espace dans la zone des freins et les tribales. Donc là, c'est un lien avec les représentants d'une fraction pour les inciter à s'organiser en association, pour pouvoir justement commencer à travailler avec eux. Donc là, les PAM, ça aussi, donc, nous avons réuni, donc nous sommes rentrés en contact avec les coopératives de PAM pour pouvoir justement les encadrer et diriger, orienter leur travail. Là, la dernière photo, là, nous avons une zone humide au plein Moyen Atlas. Elle est classée zone Ramsar. Il y a une surexploitation de l'eau par des petits puits, par une multitude de petits puits qui sont autour du lac. C'est donc une nappe très superficielle. Il y a une sédentarisation de la population. Donc, il y a donc le potentiel faunistique qui migre là, qui niche ici, il est mis en cause. Donc là, c'est dans le cadre donc, de les inciter à s'organiser, à créer des activités justement écotouristiques pour promouvoir, pour les impliquer justement dans la gestion durable de cette ressource eau qui dont dépend la biodiversité de la zone. Là, c'est une réunion qui a été faite avec une commune, complètement une commune. Celui avec le turban, c'est le président de la commune. Et c'est pour sensibiliser donc, les gens de sa zone, la partie de la commune qui est en montagne. Là, ça c'est toujours la même réunion. Et là, à l'occasion de la journée de l'arbre, nous avons fait un concours de dessin autour de l'arbre et l'environnement pour les jeunes élèves au niveau de la forêt, en montagne. Donc, ça, c'est une réunion qu'on a fait. On a fait des réunions presque au niveau jusqu'à présent 6 communes sur 8, parce qu'il y a 2 communes urbaines. Et là, parmi les dernières actions que nous avons effectuées,
Nous avons donc, avec le concours d'une société française qui élève le canard de chair, nous avons fait une distribution à titre de test pour un certain nombre de familles. Et nous allons faire le 2 juin des portes ouvertes pour cet élevage, qui est un élevage apparemment, c'est sûr, qui n'est pas exigeant, qui est très rentable, et qui, au bout de 45-50 jours, il produit 4 kg de viande. Et donc ça, on est en train de développer ça, parce que ça permet donc une source de revenus et une source de protéines. Là, c'est les choses. Donc l'économie d'énergie, c'est aussi une activité qui prend notre attention, parce que c'est un moyen efficace pour soulager la pression sur la forêt du point de vue énergétique. Nous sommes en train de développer, à titre de test, un modèle de four amélioré qui est là, avec un seul feu. On cuit une marmite, un tagine, et on fait du pain. Donc là, on a fait déjà les premières visites donc, de stade zéro, donc quelle est la consommation énergétique avant l'introduction du four. Les premiers fours, on va les développer, on va les distribuer le 21 de ce mois. Justement, on a choisi, donc on a couvert toute la zone, toute la province avec ces modèles de four. Donc, en conclusion, bien sûr, tout ça, c'est beau, la viabilité de la forêt modèle, des forêts modèles, nécessite des projets, nécessite des financements. C'est pour ça que je pense qu'il y a une nécessité de développer des projets entre forêts modèles à l'échelle régionale, mais pourquoi pas à l'échelle internationale, parce que lors du Global Forum, en parlant avec les gens de l'Amérique latine, nous avons les mêmes problématiques avec l'Amérique latine. Les problèmes de bois de feu, les problèmes de pâturage, etc. Je pense qu'il y a des opportunités, etc. Je vous remercie. Merci, M. Caron. Et Tanmirt, on tamazirt.